Très bien. Bon, bah écoutez, je vous propose du coup de commencer. Donc, je vous remercie de votre participation pour voilà, cette réunion d'information pour la formation, repérage et évaluation des violences faites aux enfants, les démarches, les méthodes et les outils. Donc, vos micros sont coupés de façon à ce que on laisse du coup la parole à Claude Volkmar et à Emma Etienne pour présenter cette formation. Donc moi, je suis Emmanuelle Corroy, je suis la responsable formation du CNAIMO. Donc, vous pouvez mettre vos petits commentaires au niveau du chat. À la fin de la présentation, on prendra quelques questions-réponses. Et sinon, n'hésitez pas à nous solliciter via l'espace de chat. Je vais juste en préambule, avant de laisser la parole à Monsieur Volkmar et à Emma Etienne, expliquer un petit peu en quoi cette formation fait sens pour le CNAIMO. Donc, cette formation, elle a une genèse parce que on a fait des assises en avril 2023 qui portaient sur les violences intrafamiliales et la libération de la parole. Et dans cette continuité, on a trouvé très intéressant de pouvoir proposer une action de formation voilà, qui faisait un petit peu la suite dans la continuité des assises. D'autre part, on le voit, hein, on est aujourd'hui vraiment on fait face à une préoccupation majeure de santé publique euh, par rapport au repérage et à l'évaluation des violences faites aux enfants. On voit qu'il y a une prise de conscience collective hein, qui s'est opérée au niveau des professionnels de la prévention, de la santé, de la répression. Ça a permis des évolutions au niveau voilà, de législatif, de faire bouger un petit peu les lignes. Mais aujourd'hui, par cette action de formation, on a vraiment envie voilà, d'aller plus loin, de permettre l'acquisition de compétences pour en fait pour renforcer ces besoins voilà qui sont vraiment omniprésents et voilà de pouvoir accompagner toutes les personnes qui sont confrontées aujourd'hui à ces violences subies pendant l'enfance. Et Monsieur Volkmar et Emma Etienne l'expliqueront bien mieux que moi. On sait très bien qu'aujourd'hui, les violences subies par les enfants ont des répercussions sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur la vie enfin, sur la santé mentale, sur la santé physique et que voilà, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc plus vite, effectivement, on voit pour repérer ces indicateurs, plus vite on peut effectivement outiller les professionnels et c'est dans cet objectif-là qu'on a mis en place cette formation. Je vais laisser la parole à Monsieur Volkmar pour se présenter, puis à Emma Etienne pour se présenter, et puis après on pourra dérouler notre diaporama. Voilà. Oui, parce que le plus de cette formation, c'est de la faire à deux avec Emma, et on se réjouit beaucoup de travailler ensemble auprès d'un public varié sur cette thématique. Alors, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Claude Volkmar. J'ai longtemps travaillé en protection de l'enfance comme psychologue, et essentiellement d'ailleurs avec, pour ceux qui sont un peu anciens dans le métier, euh, parce que je ne suis pas tout jeune, avec Jean-Pierre Chartier sur la question à l'époque de ce qu'on appelle maintenant les cas complexes et qu'à l'époque on appelait les incasables.
C'est-à-dire que très tôt, j'ai été préoccupé par ces cas très problématiques, très usants pour les professionnels, pour l'école, pour les enseignants, etc. Et actuellement, je suis vraiment tout à fait centré sur les nouvelles connaissances qui arrivent autour du trauma complexe dans l'enfance, trauma complexe développemental d'ailleurs. Voilà. J'ai donc longtemps travaillé comme clinicien sur le terrain. J'ai ensuite dirigé un centre de formation. J'ai formé des EJE notamment, et ça a été un grand plaisir parce que c'est notamment des professionnels qui sont extrêmement efficaces sur les aspects prévention des questions qui nous intéressent. Et puis ensuite, j'ai dirigé un CREAI. Il y en a un par région. C'est des structures de conseil et d'études dans le domaine social et médico-social. J'ai aussi été prof en master à Lyon 3, à l'IFROS, en formant de futurs managers. Et puis j'ai fait partie de la Haute Autorité de Santé et où j'ai pu d'ailleurs, en l'occurrence, travailler sur le nouveau cadre d'évaluation dont je me sers évidemment en formation des situations préoccupantes dans le cadre du décret après 2016, dans le cadre de l'évaluation. Alors, justement, cette formation, elle a une histoire, elle est totalement renouvelée, mais on avait travaillé auprès des conseils départementaux et d'équipes sur justement l'évaluation des situations familiales. On avait créé d'ailleurs à cet égard des outils avec une équipe internationale, y compris des gens d'Initiative Aide au Canada, etc., sur les besoins, sur le travail avec les familles, sur les besoins des enfants. Et donc, cette formation, mais j'en dis pas plus pour l'instant, avant qu'Emma puisse se présenter, elle a une histoire. Elle est évidemment totalement remaniée pour travailler cette question plus précise qui est dans le titre aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai évidemment beaucoup l'expérience, y compris des terrains professionnels, puisque je fais de la formation depuis des années et des années. Du coup, j'imagine que c'est mon tour. Je me présente, je m'appelle Emma Etienne. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association SPIC. Donc, c'est une association de lutte et de prévention contre toutes les formes de maltraitance faites aux mineurs, donc de 0 à 18 ans, et aux jeunes de 18 à 25 ans. Pour l'instant, l'association elle est basée à Dijon, mais on a une action de plaidoyer qui est nationale, parce qu'on a été reçu à Matignon notamment. Enfin voilà, on a été reçu dans des hautes instances pour faire entendre la parole des jeunes. Euh, Au niveau de mon parcours, il est forcément moins impressionnant que Monsieur Volkmar, parce que j'ai 21 ans, donc je suis en tout début de carrière, mais je suis étudiante en sciences de l'éducation et j'interviens beaucoup dans des formations, notamment auprès des futurs éducateurs spécialisés, donc à Rennes, à l'école Ascoria et à Dijon, à l'IRTES, à la PJJ aussi beaucoup, et auprès du public de l'action sociale, donc dirigé par Karine Sangor. À partir de cette année, je vais être membre du conseil d'administration des CREAI, justement, en termes de personnes concernées. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu mon profil. Euh, voilà. Le Créail de Dijon, pardon, c'est une question. Langue C'est nationale, langue au niveau créole. national, de Line Créail, d'accord, ok. Bon, je me lance, il n'y a pas d'autres remarques un peu préliminaires, non? Vous imaginez que je vais un peu euh, dérouler un peu le contexte et le contenu, les objectifs aussi de cette formation. Alors d'abord, quelques éléments sur le contexte. On est en plein dans une fenêtre assez particulière qui fait suite au travail de la Civise et vous suivez comme moi évidemment l'envie qu'ont beaucoup d'acteurs que la Civise puisse poursuivre son travail dans le contexte actuel parce que la Civise met à jour plein de choses tout à fait fondamentales ainsi que d'autres programmes peut-être moins connus. Je fais référence au programme Pégase, je vais en dire quelques mots,
le travail évidemment de la haute autorité de santé, mais plein d'études qui sont moins connues du grand public et qui sont peut-être même parfois pas françaises parce que nous avons un certain retard dans notre pays sur les données chiffrées pour montrer que la question dont on parle est une question tout à fait centrale en termes de politique publique. C'est une question de santé publique tout à fait importante, puisque les chiffres dont on dispose aujourd'hui sont très inquiétants. Si, si on fait référence, par exemple, au programme Pégase, je rappelle quand même que c'est une étude portant sur une cohorte d'enfants qui ont été de la protection de l'enfance, qui ont été suivis sur une très longue période et ce qui sont devenus notamment à l'âge adulte aussi, parce que ce qu'il faut noter, c'est ce dont on va parler, ça a un effet considérable sur non seulement sur le développement des enfants, mais aussi sur ce qui peut arriver à des personnes qui n'ont pas été prises en compte à temps. Eh bien, c'est des dégâts qui peuvent durer toute une vie. C'était des questions qu'on commence à bien connaître aujourd'hui. J'insiste sur quelques chiffres. Euh, Grosso modo, dans toutes les études internationales, on voit qu'entre un tiers et la moitié de la population générale est concernée par une ou plusieurs formes de trauma durant l'enfance. Je reviendrai peut-être sur la question du trauma tout à l'heure, mais trauma interpersonnel. Et cette proportion monte jusqu'à 90% chez les jeunes accueillis dans les services de la protection de l'enfance. 90%, c'est énorme. Vous savez aussi, puisqu'on parlera de théorie de l'attachement aussi un tout petit peu pendant la présentation, non, je suis toujours dans la première diapo, Emmanuel, je suis dans les éléments de contexte. Euh, on a aussi, on sait aujourd'hui que beaucoup de personnes font état de ce qu'on pourrait appeler un attachement insécure. 60% de la population ordinaire est concernée par un attachement insécure, ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes concernés par ces questions. Cette proportion monte évidemment à 80-90%, voire avec des attachements désorganisés dans les populations accompagnées par la protection de l'enfance. Ce sont des chiffres très importants. Le programme Pégase montre la sous-estimation chronique des violences physiques subies par les enfants dans la plupart des dossiers. C'est un dossier sur deux traité par la protection de l'enfance ne fait pas mention de façon convenable des maltraitances subies, parfois graves. Un dossier sur deux. Hein. Euh, voilà, sans compter le dernier chiffre que je dirais, mais ça c'est juste pour montrer l'acuité du problème. On sait notamment que, et c'est les dernières données qui arrivent, on sait aujourd'hui que la mortalité infantile précoce est 6 à 10 fois plus importante dans les fratries des enfants de la protection de l'enfance, puisqu'on commence à avoir des cohortes aujourd'hui qui nous permettent de regarder aussi ce qui se passe du côté de la fratrie et pas seulement du côté des enfants accueillis en protection de l'enfance, 6 à 10 fois plus, ce qui veut dire que globalement, nous travaillons aujourd'hui dans un contexte où est systématiquement sous-évalué, et c'est ce que redit la Civis d'ailleurs, hein, à sa manière, sous-évaluer la question des violences subies pendant l'enfance. Et donc, il y a nécessité de s'outiller et de former effectivement sur ces questions. On parle là de repérage, hein, essentiellement. Un dernier point en élément de contexte, c'est ce qu'a montré tout le travail sur les violences conjugales. Là aussi, il y a une actualité extrêmement dense, hein, qui ne sont pas les conflits conjugaux, comme on l'a longtemps cru, mais qui sont des violences conjugales avec une problématique très genrée et avec tous les travaux actuels sur les conduites, les conduites genrées, notamment des hommes à l'égard des femmes. Euh, les enfants ont été souvent considérés comme absents n'étant que témoins. Alors on se préoccupait du fait qu'ils aient été touchés en passant, mais on ne s'est pas préoccupé des conséquences réelles de ces violences conjugales sur les enfants eux-mêmes. Et notamment, on a même, sur le plan, si vous voulez, plus juridique et judiciaire, on a même longtemps considéré qu'un enfant témoin
de violence conjugale n'avait peut-être pas subi lui-même de dégâts, dans la mesure où il n'était que simplement témoin. On a même eu suffisamment de jugements pour nous montrer, de jugements de juges, hein, pour nous montrer qu'il y a une sous-information sur les effets de ces formes-là de violence chez les enfants, dans la mesure où on a longtemps considéré, certains juges le considèrent peut-être encore, qu'on peut avoir en tant que père tué sa femme, mais être néanmoins un bon père. Hein, c'est ce qui continue encore de défrayer un peu la chronique, mais aujourd'hui, c'est des choses que l'on manifeste un peu plus bruyamment que dans le passé. Voilà, ce qui veut dire qu'on a une problématique qui est assez importante, sous-estimée, assez chroniquement, et que par ailleurs, on a un corpus de connaissances qui augmente sur les conséquences de ces maltraitances. Je ne parle pas que du trauma, là, hein, en particulier, mais sur les conséquences à long terme de ces maltraitances sur le développement de l'enfant. On connaît aussi beaucoup mieux maintenant cliniquement les manifestations des troubles graves de l'attachement, du trauma complexe développemental, par exemple. Et donc, on a aujourd'hui à disposition, et c'est l'objet de cette formation, des outils, des manières de travailler, des façons d'accéder à une information fiable au travers d'un travail qui est peut-être pas totalement on va dire, acculturé dans le travail social, mais c'est de faire un travail d'observation, utiliser des indicateurs qui permettent de décrire des choses, faire se confronter ces indicateurs. Ces indicateurs, ça n'est pas de l'intelligence artificielle, hein, ça ne vient pas faire des diagnostics à la place du professionnel, mais ça vient étayer son sens clinique, son intuition, et ça vient surtout permettre d'objectiver des choses, et c'est l'objectif de cette formation. C'est peut-être donner aussi quelques réflexes, diapo suivante, donner quelques réflexes aux professionnels. Diapo suivante, Emmanuel. Donner quelques réflexes aux professionnels sur privilégier l'observation, confère ma formation des EJE, sur le recueil du discours, hein, travailler avec des données observationnelles concrètes, voilà, et avoir les outils pour le faire. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous avons les éléments, notamment pour faire un travail de repérage, on pourrait dire écosystémique d'un côté, multidimensionnel de l'autre, des différentes composantes des violences faites aux enfants, parce que ça n'est jamais un seul type de violence. Il peut y avoir beaucoup de composantes juxtaposées, voire cumulatives. Par exemple, le contexte socio-économique, les problématiques de santé. Hein. On est aujourd'hui en train de se dire que beaucoup de troubles neurodéveloppementaux, ça ne concerne pas que l'autisme, etc., mais qu'il y a une jonction entre le handicap et la protection de l'enfance, puisque du handicap peut produire des difficultés de prise en charge éducationnelle par les parents et par le contexte, et ça peut produire de la maltraitance. C'est aujourd'hui des travaux très importants qui montrent à quel point, par exemple, les enfants handicapés sont surexposés aux violences, hein, plus que d'autres d'ailleurs encore. Et puis, d'un autre côté, effet rétroactif, un enfant qui est en situation d'exposition à des violences graves pendant son développement, eh bien, il peut arriver jusqu'à développer des formes de handicap, notamment sur le plan cognitif, etc. On sait tout ça assez clairement aujourd'hui au niveau scientifique et au niveau de nos capacités à observer ces interactions. Donc, on connaît les contextes. Les contextes sont de type socio-économique, ils peuvent être de type culturel. En tout cas, c'est des données environnementales qui peuvent peser sur le développement d'un enfant. Ça peut être des problématiques de santé, ça peut être de l'indisponibilité ou des défaillances du côté des fonctions parentales. Et ce sont nos grands axes dans lesquels on va travailler dans le cadre de la formation pour outiller les professionnels. Donc, ce qu'on développera, c'est savoir regarder la santé et le développement de l'enfant, hein, pour avoir des indicateurs sur ce plan. Si le développement de l'enfant est touché en matière de repérage, ça va changer la donne. Ça crée une situation de vrai danger, puisque si le développement est atteint, ça veut dire que beaucoup d'autres choses ont été atteintes en passant. Hein, le développement étant
le dernier niveau atteint. Euh, les fonctions parentales sont une donnée importante puisque selon la disponibilité, il peut y avoir des fonctions parentales qui sont indisponibles momentanément à cause d'un contexte socio-économique redoutable. Une maman mise à la porte de son domicile, ayant vécu des violences, par exemple, dans le cadre conjugal, ayant perdu son travail, faut peut-être pas trop s'étonner que certaines disponibilités d'empathie, de caregiver, comme on dit en langage un peu savant, soit provisoirement indisponible. C'est pas pour autant qu'elle est maltraitante. Je ne sais pas si je suis clair là, mais c'est des questions sur lesquelles il faut être un peu à l'aise sur le maniement à la fois des données visibles et surtout il faut les confronter entre elles. Il n'y a pas d'indicateur unique qui serve. C'est pas en fonction d'un indicateur sur la disponibilité de compétences parentales qu'on va se prononcer, mais c'est en le mettant ces indicateurs en rapport avec les autres, la santé, le développement de l'enfant, le contexte socio-économique, que l'on va pouvoir dire un certain nombre de choses sur ce que vit cet enfant. Voilà. Il Alors, faut... avant de passer à l'autre diapositive, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je reprécise que les micros sont coupés pour laisser la parole à Monsieur Volkmar et à Emma Etienne, que vous pouvez nous poser des questions via le chat. Et voilà, du coup, je vous laisse continuer. Merci. Voilà, sur le dernier point qui apparaît sur cette diapo, de vraies aides à la décision, cette décision peut être de différents types hein, selon les circuits dans lesquels on fonctionne, soit en tant que professionnel déjà, éducateur, etc., etc. On peut être amené à faire des informations préoccupantes, on peut être amené à, je ne sais pas, à contacter le procureur, on peut être amené à informer un enseignant ou à être informé par un enseignant qui lui-même peut avoir à faire ce travail. Donc c'est essentiellement d'avoir des données un peu fiables, un peu objectivées et non pas simplement, comme c'est souvent, les juges souvent ont des reproches à faire sur les données fournies par les professionnels en les estimant trop subjectives. Je pense par exemple à une question qui va être développée dans le cadre de la formation, c'est comment évaluer la souffrance d'un enfant hein, par rapport à ce qu'il vit. Évidemment, si on dit que l'enfant ne dort plus, qu'il a l'air triste, etc., etc., c'est des données extrêmement importantes, mais qui sont peut-être insuffisantes pour caractériser le niveau de souffrance de cet enfant. Il faut donc avoir des indicateurs qui soient un tout petit peu plus capables d'objectiver. Vous savez très bien que on est dans un domaine où la question de la subjectivité est un aspect important. Euh, et notamment, moi qui ai pratiqué plein d'audiences de juges d'enfants, etc., je vois bien, par exemple, maintenant qu'il y a encore en plus des avocats des parties adverses qui sont très présents, un éducateur qui présente son rapport et quelqu'un qui dit dans la salle ou dans le prétoire en tout cas, et qui dit mais ceci est purement subjectif, l'enfant va bien à l'école, par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire aller bien à l'école? Vous travaillez bien à l'école, etc. Il faut peut-être passer quand même un peu au-delà dans les descriptions qu'on peut proposer de façon de façon à pouvoir aider réellement à la décision. Voilà. Diapo suivante. Alors, la formation, elle est un peu modulable en fonction des besoins d'ailleurs, des besoins qui doivent être identifiés. Si c'est une formation en intra, par exemple, on part toujours d'une analyse des besoins de l'organisme, évidemment. On a pour habitude de partir de la question des besoins de l'enfant, autrement dit, de ce que nous avons aujourd'hui à disposition, et grâce au travail du docteur Martin Blacher, qui a animé la démarche nationale de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, sachant d'ailleurs que dans cette logique, qui peut le plus peut le moins, une fois qu'on a défini les besoins fondamentaux de l'enfance en protection de l'enfance, on peut considérer que ces besoins ont un sens aussi pour tous les autres enfants. On sait aujourd'hui qu'on a intérêt à approcher ces questions dans une vision écosystémique,
euh, notamment la question des besoins. Écosystémique, ça veut juste dire que l'enfant n'est pas dans une bulle, ni même dans la bulle purement biologique de ses parents. On a une vision aujourd'hui beaucoup plus sociale de la parentalité, c'est-à-dire des environnements entourants, et ça permet d'apprécier la question des solutions de résilience qui existent parfois dans certains milieux par rapport à des violences, ce qui permet d'expliquer aussi que les enfants ne réagissent pas tous de la même manière par rapport aux violences subies. Hein. C'est qu'il y a des environnements qui contiennent des ressources et d'autres qui accumulent des obstacles. C'est pour ça qu'on a une vision aujourd'hui plus sociale de cette question de la parentalité que simplement biologique. Et écosystémique, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent dans ce qui est vécu par l'enfant et des effets des violences subies. On sait aujourd'hui que il y a bien sûr un débat là-dessus et qui est d'ailleurs sociétal. Hein, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui la parentalité? Vous savez que depuis les émeutes, on a tout un débat, y compris au niveau de notre gouvernement, sur la question de la parentalité, de l'autorité parentale, etc., après les propos tenus par le président Macron. On a aujourd'hui dans la loi, et ça il faut le rappeler, depuis la loi de 2016, on a quand même une préoccupation qui est centrée sur les besoins et les droits de l'enfant, avant même de parler de la question des droits parentaux. Un enfant qui a besoin d'être protégé, c'est un enfant qui a besoin d'être protégé. Un enfant où on détecte des violences graves subies, c'est ses besoins et ses droits qui prédominent. Donc ça, c'est voulu par la loi, c'est un vrai changement de paradigme. Et puis, on peut parler aussi, dans le cadre de cette formation, de justement ce que nous a appris la démarche de consensus, c'est la primauté du besoin de sécurité chez l'enfant. Et qu'est-ce que ça signifie derrière dans les pratiques à développer une fois qu'on a repéré qu'il y a une zone de danger chez lui. Quand je parle de besoins spécifiques et de besoins particuliers, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont concernés par des problématiques très complexes. Je parlais tout à l'heure du lien entre handicap et statut protégé, par exemple. Les choses sont parfaitement réversibles et c'est parfois parce qu'on est entré par la question des maltraitances ou des difficultés parentales, mais c'est parfois des mêmes enfants qui ont aussi des besoins liés au handicap et vice versa, en fait. Hein, c'est réciproquement, c'est-à-dire, en fait, on a des problématiques aujourd'hui de besoins particuliers auxquels il faut faire face dans cette population-là. Ça, c'est une première journée de travail sur la question des besoins de l'enfant. J'utilise à ce niveau-là des outils canadiens qui sont ceux d'Initiative Aide, c'est les cahiers de travail avec les parents sur les besoins de leur enfant. Ça apporte d'abord une compréhension assez fine des besoins satisfaits ou non satisfaits de l'enfant dans le cadre d'une évaluation de ce type ou d'un repérage de ce type. Et ça permet aussi aux parents de s'engager plus en confiance dans une relation de travail par exemple, avec un professionnel, parce que on a un médiateur qui a le besoin de l'enfant sans qu'on parle d'emblée de la question de leur parentalité, point sur lequel tout parent est extrêmement sensible et finalement très, très vulnérable. S'il se sent attaqué là-dessus, ça ne se passe pas bien. Voilà. Du coup, juste, je me permets de vous donner une petite précision. Euh, enfin, ma présence, elle va, je pense, permettre d'avoir directement la parole des jeunes aussi, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ce que dira Monsieur Volkmar pour vous donner des exemples concrets de ce que typiquement les jeunes ressentent. Et par exemple, on parle enfin, pour vous donner un exemple très concret, quand on est en protection de l'enfance, il y a plein de mots qui sont employés ou de choses qui sont employées que les enfants ne comprennent pas forcément. Et typiquement, je vais vous donner des exemples concrets enfin, pour que vous ayez aussi ça en tête, c'est-à-dire que euh, libérer la parole, c'est hyper important, mais il faut aussi le faire à hauteur d'enfant et il faut, Bien enfin sûr. voilà, il faut prendre en compte tout ça, quoi.
Donc, ma présence servira à ça. C'est là que ça va être extrêmement dynamique parce qu'il faut dans cette formation ne pas seulement tenir un discours professionnel, mais avoir à l'esprit tout ce qui permet d'avoir les bonnes attitudes dans le cadre du repérage et les bonnes postures. Notamment, je pense que c'est essentiel dans une approche que j'appellerais sensible, hein, notamment dans le cadre du repérage, éthiquement et techniquement sensible, c'est-à-dire être porteur d'une préoccupation de prendre soin. Ces questions-là que soulève Emma sont absolument centrales. Et vous pouvez avoir une très bonne technicité et une absence de sensibilité, ce qui est catastrophique. Et quand vous vous adressez à des enfants, vous pouvez les rater comme ça. De même que quand on s'adresse aux familles, on peut les rater définitivement de cette façon-là, en n'étant pas attentif à comment ça peut être reçu. Surtout dans des opérations dites de repérage, puisque très rapidement, l'interlocuteur peut se sentir non pas seulement dans dans une chance qui lui est donnée de parler de ses difficultés, mais comme éventuellement pris dans un mécanisme qui va être répressif, qui va chercher la petite bête, qui va insister sur ce qui ne va pas, etc., etc. Donc les questions de posture vont être centrales dans tout ce qui va nous préoccuper pendant ces journées de formation. Voilà, après, c'est ce qu'on appelle le cœur de la formation qui se déroule normalement en 3 journées. C'est de partir d'une façon un peu structurée dans les différents plans ou domaines, comme vous voulez, qui doivent permettre un repérage et une évaluation qui ait du sens et qui ne soit pas simplement soit donné, soit reposant sur des données ou narratives ou événementielles uniquement, mais qui permettent de poser un cadre d'objectivation de cette technique du repérage. Donc, on part dans les différentes composantes de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein, le contexte, l'état de développement de l'enfant et son état de santé, sans pour autant qu'on soit médecin. Ce n'est pas nécessairement une formation qui est destinée comment dire, à développer des compétences, par exemple, puisque je parle de la santé médicale chez le professionnel qui ferait cette évaluation ou ce repérage, mais qui permet peut-être de faire de l'adressage dans de meilleures conditions. On est très attentif dans cette formation à ce qu'il n'y ait pas des diagnostics posés par des non-compétents, mais qui sachent dire ici, je sens qu'il y a une problématique importante d'attachement, par exemple, hein, je donne cet exemple-là, est-ce que je peux disposer d'un complément, d'un diagnostic, par exemple, par quelqu'un qui est en capacité d'effectuer un diagnostic, c'est-à-dire un médecin. L'éducateur ne pose pas de diagnostic et il n'a pas à en poser, mais il propose une situation d'observation avec suffisamment d'éléments pour que ça oriente le travail du spécialiste. Parce que là aussi, on s'est aperçu sur le terrain qu'il y a beaucoup d'adressages qui sont du type de la patate chaude, c'est-à-dire quelqu'un qui commence une observation et qui dit j'y comprends pas grand-chose, je suis dépassé, merci de faire un bilan, mais on ne dit pas quels sont les points sensibles de ce bilan, ce que j'ai déjà pu observer et ce qui permet d'orienter le travail, par exemple, du spécialiste. Donc ça, c'est des points où on peut gagner beaucoup d'énergie et beaucoup de temps si ce travail en amont est fait correctement. Mais il ne s'agit pas de transformer le professionnel, notamment par exemple un éducateur, en un médecin ni un psychologue d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est des points qui sont assez importants. Donc, je vais aller assez vite là-dessus. Si, pour celles et ceux, mais je peux donner des précisions si vous voulez, les différents domaines précités sont ceux précisément du cadre national de référence de la HAS que l'on développe de façon un peu méthodique. Alors donc, les différents domaines du cadre national de référence de la HAS, si ça vous est connu, eh bien, ça peut suffire comme explication. Si vous avez besoin d'explications, je suis prêt à en donner. Mais ça, si vous allez sur le site de la HAS, vous regardez un peu la trame de progression, ben, c'est celle qu'on utilise, c'est la trame de progression du cadre national de référence, qui est évidemment repris dans le sens d'un travail de dépistage, d'un travail de repérage, et qui sort donc un tout petit peu du cadre
tel que c'était prévu, qui était de faire de l'évaluation des situations familiales dans le cadre du décret de 2017 sur l'évaluation des situations familiales. Mais on utilise la même méthodologie en gros. Voilà. J'insiste sur le point qui est, juste encore un tout petit retour en arrière, le point qui est central, vraiment, c'est de mettre en regard l'état des manifestations développementales et notamment de sa souffrance, et de les corréler, ces manifestations, à l'état des compétences parentales disponibles, sachant que dans les compétences parentales, on distingue deux choses essentiellement. On distingue des capacités de base, hein, qui sont les capacités du caregiving, autrement dit, empathie, enfin c'est du Ainsworth, ça c'est les théories de Bowlby, c'est la capacité à rassurer, c'est l'empathie, c'est la disponibilité et c'est la prévisibilité qui donne un caregiving compétent, notamment parental. Euh, D'un autre côté, on distingue chez eux aussi les habiletés éducatives qui ne sont pas dans les capacités fondamentales, qui sont liées à des contextes. Les habiletés parentales, on va dire, c'est beaucoup plus comment dire, modelable que les capacités fondamentales. Quand les capacités fondamentales ne sont pas au rendez-vous, généralement, on a une situation de danger. En gros, hein, pour parler vite, mais ça, je peux être amené à le préciser. Et ça, c'est à mettre en regard avec l'état de développement et de souffrance de l'enfant. Parce que c'est souvent évidemment corrélé, c'est-à-dire quand on a par exemple une absence de compétences basiques des parents, on pourrait dire de compétences fondamentales des parents, le risque est qu'on sous-estime un danger qui est le suivant. C'est que ce parent, on arrivera peut-être à le faire changer, mais le temps du changement sera tellement long que le développement de l'enfant est compromis. C'est ce qu'on appelle la question du temps de l'enfant. Autrement dit, il faut réagir vite et protéger l'enfant dans ces conditions, alors que quand on travaille sur les habiletés parentales, on a beaucoup plus de souplesse. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire un repas chaud dans de bonnes conditions que pour autant on n'est pas. Ça peut poser des problèmes en termes de qualité de l'alimentation, ça c'est clair, mais c'est pas forcément une compétence au sens fondamental comme je l'entendais à l'instant. Quand la question du développement de l'enfant, ça, c'est un point extrêmement important qui est développé tout au long de la formation. C'est qu'il y a des fenêtres développementales, on le sait aujourd'hui. Bon, on sait les 1000 premiers jours, on sait tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution possible quand ça se passe mal dans ces premiers temps. Il y a heureusement beaucoup de plasticité dans tout ça. Mais il y a des choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'en fait, quand le développement de l'enfant est touché, ça a des manifestations qui peuvent durer toute une vie. On le sait d'autant plus qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui sur les traumas cumulatifs, hein, dans l'enfance, et beaucoup d'enfants, malheureusement, ont souffert de ça. Ça aussi, c'est peu connu pour l'instant, enfin peu développé. Ça, on y vient maintenant. Il y a une situation en France où tout le monde y est pratiquement en même temps. Mais c'est lié aussi c'est toujours un peu comme ça, c'est dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de ça, de même que sur l'importance de la théorie de l'attachement par rapport à ces points, je crois qu'aujourd'hui, il y a une bonne sensibilité sur les données scientifiques disponibles là-dessus. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et puis, il y a même des aspects sur lesquels je suis déjà un peu redondant. Alors, bon, les supports théoriques utilisés, c'est beaucoup la théorie de l'attachement, le neurodéveloppement, autrement dit, les théories neurodéveloppementales, l'approche dite écosystémique, la clinique des compétences parentales, la clinique de la souffrance infantile. Bien sûr que le cadre du trauma est un cadre aujourd'hui conceptuellement unifiant et qui aide beaucoup quoi, à comprendre des manifestations qu'on ne comprend pas chez l'enfant, hein, parce que c'était des stratégies de survie qui se transforment en troubles du comportement, puisque c'est comme ça qu'on en parle, et puis qu'il faut savoir lire.
bien sûr, toutes les références juridiques, c'est-à-dire quand on fait du repérage, quelles sont les références juridiques utilisables, comment travailler aussi dans le cadre par exemple, du secret professionnel avec toute la complexité souvent de cette question sur le terrain. Il y aura deux focus qui seront développés dans le cadre de la formation sur le cadre du repérage des violences, justement dans le cadre de violences conjugales, parce que c'est un peu plus compliqué à manier, et sur les difficultés du repérage des violences subies à l'adolescence. Parce que là aussi, c'est un peu plus compliqué, parce que le cadre comment dire, les éléments liés à l'évaluation changent à cause des questions propres à l'adolescence. C'est moins visible, ça passe par des manifestations diverses et variées. Et d'abord, travailler avec un adolescent, c'est déjà beaucoup plus difficile que de travailler avec un enfant plus jeune. Et donc, dans le cadre du repérage, ça peut poser des problèmes spécifiques qui seront abordés. Tout ce qui est support théorique, bien entendu, c'est à la fois du matériau qui peut être des vidéos de situations cliniques, des cas cliniques, tous les exemples d'EMA, bien sûr, qui font partie des éléments pratiquement théoriques à connaître. Il y a beaucoup de vidéos, des extraits de films, des choses comme ça. Et on travaille beaucoup, beaucoup de façon pratique avec des outils, des outils sur la formation, c'est destiné à les utiliser d'une façon souple comme aide à la réflexion. Et donc, ces outils sont évidemment aussi disponibles et deviennent la propriété des stagiaires ou des terrains professionnels si la commande est en intra, par exemple. Hein, ce sont des outils qui seront mis à disposition et qui restent après la formation. De même que j'ai pour habitude, moi personnellement, et je pense que le CNAEMO n'y verra pas d'inconvénient, quand je fais un diaporama et que je le laisse aux participants, je le laisse non pas en format PDF, c'est-à-dire avec copyright écrit dessus, vous n'avez pas le droit d'y toucher, mais l'utilisation par le stagiaire ensuite d'un diaporama, ça peut servir à refaire un diapo à sa manière ou utiliser un bout de diapo de manière à le partager avec des collègues de travail qui n'ont pas participé à la formation, etc., etc. Tout ça, c'est des points qui seront sur l'utilisation des documents, évidemment développés dans le courant de la formation. Et puis, je vais juste aussi ajouter, et je pense que Emma, vous allez pouvoir rebondir sur ce que je vais dire, c'est qu'on va aussi prendre appui sur le livret de formation de la Civise, Oui, bien sûr. Mélissa et les autres, qui a été très bien construit. Et Emma, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment vous êtes arrivé à la Civise et puis quel lien vous avez avec eux, avec cette Euh, commission? oui, du coup, juste pour rappel, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, la CIVI, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle a été montée en 2021. Elle est coprésidée par Nathalie Mathieu, qui est la directrice générale de l'association Jean Bru, donc une association qui accueille des enfants qui ont été victimes d'inceste. C'est les seuls qui font ça en France et du coup c'est des placements à eux, mais enfin leur approche est vraiment magistrale par rapport aux besoins quoi. Donc il devrait y avoir des maisons Jean Bru partout. Eux Bien sûr. ils sont basés à Bordeaux par Édouard Durand, du coup, qui est juge des enfants et qui a beaucoup travaillé sur la question des droits des femmes avec Ernestine Ronay, et donc a été nommé à la Civise, enfin coprésident du coup. Je ne fais pas partie des effectifs de la Civise parce qu'elle a été montée avant on se connaisse bien avec Édouard, mais du coup, je travaille beaucoup, beaucoup avec eux, notamment sur la question de la parole des jeunes. Là, on est en train d'écrire potentiellement un livre d'ailleurs avec Édouard Durand sur cette question-là. Mais du coup, on travaille vraiment beaucoup avec eux. Et donc, la Civise, elle fait pas mal de recommandations, notamment en termes de prise en charge de l'État et de ce qu'il faudrait faire. Là, la semaine dernière, on était à une réunion publique à Grenoble. Et à la fin de cette réunion publique, il y a une personne qui a pris la parole et qui a dit bah, en fait, je voulais attendre que tout le monde ait parlé pour prendre la parole et je voulais juste dire merci à la Civise, mais surtout,
vous dire que avant je me sentais honteuse, mais c'est pas moi qui suis honteuse, c'est l'État, enfin c'est les personnes qui nous aident pas. Donc il y a toute cette dimension d'aide à apporter aux enfants parce qu'on sait aujourd'hui que des enfants qui ont vécu des violences, c'est des adultes qui ont, s'ils sont pas bien accompagnés, qui ont beaucoup de mal à vivre. Donc la Oui, Civis fait pas mal de recommandations là-dessus et ils ont fait du coup un outil de formation pour les professionnels qui s'appelle Mélissa et les autres, sur lequel on va s'appuyer avec Monsieur Volkmar pour cette formation, qui est vraiment très complet et qui permet d'avoir une approche qui soit bien pour les enfants et pour se mettre à hauteur d'enfants. Et Édouard Durand rappelle souvent que les travailleurs sociaux ne sont pas gendarmes, mais que les gendarmes ne sont pas travailleurs sociaux et que les psys ne sont pas gendarmes. Enfin voilà, donc en fait, tout le monde doit se compléter et c'est pas des. absolument. Enfin, on ne va pas se tirer dans les pattes, quoi. C'est vraiment de faire un travail pluridisciplinaire autour des enfants et être tous unis parce qu'il ne suffit pas d'une personne. Enfin bon, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais juste vous dire une phrase qui va refléter ce que je vais essayer de porter lors de la formation. C'est Denise Vernet qui disait ça, donc c'est la sœur aînée de Simone Veil. Et dans ses carnets et dans la correspondance qu'elle a entretenue avec sa sœur, elle a dit il suffit d'une personne pour en dénoncer 50, mais il en faut 50 pour en sauver une. Et ça s'applique pas mal à la question des violences sexuelles parce que il faut vraiment une équipe de choc derrière, une équipe qui soit formée et qui sache s'adapter aussi à l'enfant et à tout ce qui constitue l'individu qu'il est, quoi. Voilà. On est bien d'accord. Un des points qui apparaissait sur LinkedIn, on commence enfin à constater que de plus en plus souvent, enfin, l'enfant est cru en cas d'inceste, mais est-ce qu'il est aidé? Non. C'est un peu toute la question, oui, justement, de ce que devient la parole. Euh, D'abord, il faut l'autoriser, ensuite, il faut la soutenir, et ensuite, il faut en faire quelque chose de cette parole. Et ça, c'est pas évident. Et donc, c'est tout ce point du travail de la Civis qui va nous servir un peu au fond, y compris d'ailleurs sous l'angle un peu militant, hein. Moi, je ne le cache pas, je suis quelqu'un de passionné, je pense qu'Emma l'est aussi. Et donc, on va avoir aussi ce côté un peu convaincu pour faire de la formation, parce que ça ne suffit pas d'apporter des outils, il faut aussi croire en ce qu'on fait et savoir le transmettre. Justement, diapo suivante, et puis on va avoir fini la présentation. Il y a des approfondissements possibles à cette présentation un peu modulaire, notamment autour d'un point qui est souvent demandé, c'est un approfondissement clinique autour de la connaissance de la souffrance infantile en lien avec la question des compétences parentales, puisque c'est un peu le cœur, notamment approfondir, c'est une approche d'approfondissement clinique qui peut être demandée, c'est une journée. Il peut y avoir aussi une supervision pratique, c'est-à-dire un soutien opérationnel sur le terrain. Alors ça va pas pour l'inter, évidemment, parce que c'est des gens qui viennent de partout, mais quand on est en intra, c'est de passer un moment sur des cas concrets, des cas de l'équipe, de l'établissement, sur lesquels on se casse un peu les dents. J'y fais un tour et on travaille concrètement sur ces questions de repérage ou d'évaluation. Et puis un dernier point qui est aussi assez souvent demandé, je pense à la question un peu grave en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la formation est finie? Qu'est-ce qui reste de la formation quelques mois après? Je pense notamment aussi au turnover dans les équipes, à ces questions gravissimes que le secteur a affrontées en ce moment, c'est-à-dire la déperdition de savoir-faire dans des conditions gravissimes. Évidemment, je travaille de plus en plus avec des opérateurs, des associations, des fondations sur la question de la transmission interne, qui fait qu'à terme, on puisse se passer de formateurs et qu'on ait des transmetteurs internes qui permettent d'assurer la pérennité des savoir-faire dans un environnement qui est aujourd'hui de plus en plus. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'établissements, quelle que soit la qualité des formations qu'on délivre, 3 mois après, tout est à recommencer parce que les gens ont changé. Donc, comment on peut installer des systèmes un peu pérennes? Alors, ça suppose un peu une ingénierie un peu spécifique, mais on sait aujourd'hui le faire parce que même dans l'entreprise, ça se fait. Je veux dire,
quand dans la sellerie de luxe, on est allé chercher d'anciennes couturières qui savaient encore faire les points que ne savent plus faire les gens qui aujourd'hui, d'ailleurs, il y a peut-être même plus de formation là-dessus. Ben, on est allé chercher les gens qui ont ce savoir-faire et qui savent le transmettre. Alors, c'est juste une image, hein, je veux dire, mais on a ces questions-là dans les organisations aujourd'hui, d'où des logiques alors, ça, c'est plus de la formation-action, on va dire. Voilà. Les conditions, les issues. Bon, en général, on préfère une formation intensive pour la partie 2, c'est-à-dire comment dire, la démarche de repérage et d'évaluation. Si ce n'est pas possible, on peut le faire un peu en extensif, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de temps de séparation entre les 3 jours. Un public pluriprofessionnel est souhaitable, c'est-à-dire on peut travailler aussi bien avec des éducateurs qu'avec des psychos, qu'avec le pédopsie ou le médecin de l'établissement, mélanger les professionnels de santé. Je l'ai beaucoup fait ça notamment dans des départements. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait ce soit pluriprofessionnel et ça se passe extrêmement bien. La présence de l'encadrement est un plus. Ça, c'est plutôt une réflexion un peu managériale. C'est-à-dire que si vos managers n'ont pas suivi la formation, ils peuvent être un peu décalés par rapport à ce qu'apprennent les professionnels et ensuite avoir du mal à manager la mise en place, hein, parce que s'ils n'ont pas idée de ce qui a été acquis en formation, ils peuvent avoir carrément un temps de retard. Donc ça, c'est des points qui sont importants dans la composition des groupes, etc. Après, le reste, c'est classique. C'est bien sûr, on fait de l'évaluation des attentes des stagiaires en entrant en formation. On fait de l'évaluation à chaud. J'ai vu faudra même que je prépare des quiz, n'est-ce pas, Emmanuel? Puisque vous l'avez noté dans la plaquette, mais ça, c'est pas un souci. Et puis, bien sûr, à la fin de la formation, puisque beaucoup de professionnels aujourd'hui sont dans des circuits de validation d'acquis, de VAE, etc., c'est bien entendu avoir une possibilité de délivrer des attestations d'acquis durant la formation. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, Monsieur Volkmar et Emma. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si il y a des personnes qui veulent s'exprimer, prendre la parole, nous faire un retour, nous poser une question. Alors, je vois que j'ai quelqu'un qui m'a juste mis un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer ou prendre la parole ou, a priori, non. Donc, vous avez été particulièrement très clair et particulièrement efficace. C'est pas sûr, ça peut être De... l'inverse, c'est-à-dire éventuellement tout le monde a été noyé. Non, mais Non, non, alors, je regarde. Alors, j'ai une question. Si on a des dates programmées pour la formation en inter. Non, justement, donc vous avez le QR code qui s'affiche, vous avez mes coordonnées également, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du CNAEMO dans la rubrique formation. Et bien sûr, nous allons regarder un petit peu toutes les possibilités en fonction de vos besoins dans vos structures de formation en intra et en inter. Si en inter, on le fera à Lille. C'est ce qu'on avait décidé de faire local avec Monsieur Volkmar et Emma, voilà, en tout cas pour la première. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le programme est déjà sur le site internet. Donc, vous pouvez tout de suite, enfin, vous pouvez nous communiquer. Alors, nous interpeller, pardon, je vois qu'il y a peut-être une question. Alors, je regarde. Euh, alors.
Bah, écoutez, merci la personne de l'ADSEA de Jonzac qui nous remercie pour cette réunion et qui souligne que le discours était très clair et bienveillant. Merci à vous pour ce partage. Madame Guillot qui nous dit aussi que la présentation était très claire et précise. Bah, écoutez, merci pour tous ces retours. Ça nous permet effectivement de voir que on a bien ciblé effectivement les attentes voilà, des personnes qui venaient assister à cette réunion de présentation. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter et puis le programme se trouve donc sur le site du CNAIMO. Et puis, bien sûr, dès qu'on va voir des besoins arriver, on va pouvoir annoncer des dates. Alors, je pense qu'on était parti sur novembre, hein, voilà, si, pour la première, en tout cas en inter, on était parti sur fin novembre avec Monsieur Volkmar et Emma, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on a pu échanger. C'est bien Très ça? bien. Oui, oui, tout à fait. C'est bien ça. Non, Tout non, à c'est fait. tout à fait. Parfait. Fin Alors, novembre, hein. novembre, oui, novembre, et ce sera à Lille, hein. Si on fait de l'inter, ce sera à Lille. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a Ok. d'autres questions? Alors, merci beaucoup pour ce retour. Alors, une réunion d'information donnant envie de participer à cette formation qui ne peut s'avérer que grandement utile. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce retour. Voilà, n'hésitez pas aussi du coup à télécharger la plaquette de formation et puis à venir nous interroger hein, sur les modalités, sur voilà, sur tout ce qui peut voilà, mettre en œuvre cette nouvelle formation. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de remarques et de questions, euh, peut-être un mot de la fin, Monsieur Volkmar? Euh, Emma? Écoutez, sauf de dire que vous voyez un peu comment on fonctionne, Emma et moi-même, on va faire un petit duo de choc avec, avec beaucoup de conviction et du coup, c'est effectivement, on se réjouit, je pense, Emma et moi, de pouvoir accompagner éventuellement vos équipes ou de faire une formation ou de vous retrouver en formation inter à Lille à la fin du mois de novembre, très probablement, hein, c'est ça qu'on C'est disait. ça. Et alors, pour répondre à Madame Mons, en intra, ce sera possible à partir de huit professionnels, à peu près. C'est ça, c'est ça. Voilà. On va compter un minimum de 8 personnes hein, et on n'ira pas au-delà de 15 pour voilà, pour Non, parce qu'au-delà de 15, faciliter ça les devient très, échanges. c'est Mm. ça, ça devient très difficile puisqu'on a beaucoup de travail pratique. C'est vraiment des sessions très pratiques, hein. On est beaucoup sur des cas, hein. Voilà, donc Exactement. il faut des échanges denses, quoi. Tout à fait. Parfait. Emma, un petit mot de la fin? Ah, attendez, je vais vous... Hop. Votre micro est coupé. Alors, Est-ce que voilà, normalement, on vous entend. Ah, cette fois-ci, normalement, on vous entend. Ok, super. Du coup, oui, bah, je voulais vous remercier d'avoir participé à la réunion parce que ça montre déjà une envie de rien que de s'informer, c'est déjà énorme. Euh, si vous, enfin voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je pense qu'on vous le dit pas souvent, donc enfin, je vais vous le dire quand même. Enfin, on vous remercie de faire votre travail parce qu'on sait que c'est pas simple et que vous êtes forcément confronté à des coûts budgétaires ou je ne sais quoi. Donc, ne vous démoralisez pas et venez passer 3 jours avec nous. On va essayer de vous remotiver. Voilà. Bravo, Emma.
Bah oui. Voilà, un mot de la fin très positif. Merci beaucoup. Eh ben, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette réunion d'information. Et puis, eh ben, j'espère du coup avoir beaucoup d'appels prochainement pour avoir de nombreuses formations à venir. Et j'espère qu'on vous a en tout cas donné envie de vous inscrire et d'effectuer cette formation. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Emma, à bientôt. À bientôt. Bonne À suite de voyage à bientôt. vous. À bientôt.